Au plaisir de vous retrouver sur la télévision nationale. Bienvenue dans ce journal dont voici les titres. Problématique de logement en Guinée, les autorités s'impliquent. Le chef de l'État a contribué à l'amélioration des conditions de vie des populations à travers des projets de construction de logements sociaux. Nous irons à Mamon où 24 ménages indigents malades sont entrés en possession de leur titre de prise en charge sanitaire, une initiative des autorités de la transition à travers le Fonds de développement social et de l'indigence. À venir également le lancement de la première édition du foot freestyle en Guinée. Ce rendez-vous permettra de détecter de jeunes jongleurs, une initiative de la structure IA Group. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur la télévision nationale. Tout d'abord, le Premier ministre chef du gouvernement a visité ce dimanche une ferme avicole dans le district de Bangouya, préfecture de Koya. Cette entreprise est l'œuvre d'un groupe de jeunes entrepreneurs guinéens. Dr Bernard Goumou s'est réjoui de l'expertise locale. Reportage Ousmane Bangoura. Le Premier ministre, chef du gouvernement, visite les installations d'une unité de transformation avicole située sous le pied du mont Kakuluma dans le district de Bangouya, commune rurale de Kouria, préfecture de Koya. Cette entreprise agro-élevage est bâtie sur une superficie de 30 hectares. Nous avons une première zone sale où on égorge les poulets. Et nous faisons du poulet halal, nous l'égorgeons avec les rites musulmans. Et puis nous avons un endroit où nous libérons tout le poulet de ses pattes, de tous ses organes internes au niveau du ventre. Et après nous les nettoyons, nous les mettons sur des chariots pour faire le ressuyage. Ça veut dire descendre la température du poulet vu que quand en abattant il est chaud. Et après c'est le ressuyage qui le débarrasse aussi du surplus d'eau qu'il a pendant le nettoyage. Et après nous les emballons pour les congeler ou nous les découpons tout simplement selon la demande du marché en cuisses, ailes de poulet, blanc de poulet et tout ce qui s'ensuit. Nous produisons aussi de la charcuterie et nous faisons des saucisses, des merguez, des steaks hachés avec une partie de notre production aussi avec les poulets que nous produisons. Dans cet abattoir moderne, la chaîne de valeur est complète, de l'abattage à la commercialisation en passant par le conditionnement, l'hygiène alimentaire est respectée. Même réalité au niveau de cette ferme d'élevage avec une production de 25 000 poules pondeuses pour une capacité de production de 500 alvéoles jour. Les poules qu'on amène ici, on les prépare à Kindia. Au bout de 3-4 mois, on les amène ici pour la production. Nous avons des grossistes à qui nous vendons. Pratiquement la production elle est vendue entièrement par jour. À la fin de chaque mois, nous avons un stock zéro. Chaque 4 jours, il y a quelqu'un qui vient ramasser toute la production. Donc ce qui fait que nous n'avons pratiquement pas de stock. Tout est vendu à l'avance. Le Premier ministre, chef du gouvernement, connaisseur du secteur, s'est réjoui de l'expertise locale. Occasion pour Dr Bernard Goumou d'insister sur la nécessité de promouvoir l'entrepreneuriat en Guinée. Nous sommes rassurés que ce secteur avicole peut vraiment réduire de façon drastique notre écart de sécurité alimentaire. Le chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya, a fait du contenu local un des axes prioritaires. C'est pour ça que nous devrons, je veux parler du gouvernement, mettre tout en œuvre pour que nous puissions accompagner et veiller à ce que ce contenu local-là soit respecté en République de Guinée. Je voudrais lancer également un appel au secteur avicole de se mettre en une fédération pour pouvoir échanger afin que les prix qui sont pratiqués sur le marché puissent être également des prix abordables pour nos populations. Depuis son installation en 2011, l'entreprise avec 14 employés directs, 12 indirects, œuvre dans la promotion du développement du secteur avicole. La direction Tanene où vous allez découvrir comment on incite les populations à se lancer dans la culture de l'ananas avec des approches nouvelles. Le but affiché par celui-là qui mène cette opération est de redonner à Dubrika d'une manière générale sa place d'antan dans la production de ce fruit. Tierno Ousmane Diallo est allé à sa rencontre. Suivons ensemble son élément de reportage. Au milieu des travailleurs, il donne l'exemple et motive tous ceux présents.
Depuis quelques années, cet officier de la gendarmerie nationale, colonel Abdul Karim Kaba, s'est donné pour mission de révolutionner la pratique agricole en milieu rural et changer la perception que beaucoup de jeunes ont de ce secteur. À Kambaya, dans Tanene, à Dubrika, son espace agricole s'étend à perte de vue. Ici, sont cultivés produits maraîchers et surtout de l'ananas, une culture qu'il fait renaître dans cette partie du pays. J'ai commencé par l'acajou, l'anacarde, où j'ai fait 249 hectares. De là, je suis venu j'ai commencé le manioc. C'était là que j'ai essayé de l'ananas. Je me suis dit que dans l'histoire, l'ananas vient de Dubrika, mais ce n'est pas connu par nous les jeunes. C'est comme ça que j'ai relancé l'ananas. Pour mettre en œuvre sa vision dans l'agriculture, colonel Kaba s'est entouré de nombreux jeunes et de techniciens. Tous passionnés du travail de la terre, ils ont ensemble introduit dans la région une technique agricole pour une meilleure productivité de l'ananas. C'est sur Internet qu'il a découvert cette manière de cultiver l'ananas avec ses plastiques fins. Il nous a expliqué et nous avons essayé. Cette technique nous permet de conserver l'humidité et faciliter l'entretien des ananas. Il a les moyens de gagner quelque part, mais quand tu vas s'investir dans l'agriculture ici, c'est pas pour rien. Nous ne pouvons que l'encourager parce que les 20 ou 40 qui viennent travailler ici, ils ont quelque chose pour nourrir leur famille. Avec les revenus tirés des activités agricoles, des investissements sont effectués pour accompagner la scolarisation des enfants du village et la prise en charge médicale de certains riverains, toujours avec pour objectif d'encourager les populations à investir dans ce secteur en modernisant les pratiques agricoles pour créer plus de richesses et faire reculer la pauvreté à Tanene. Le chef d'état-major général des forces armées guinéennes a entamé la deuxième phase de sa tournée dans les unités de l'intérieur du pays. Dans la deuxième région militaire de l'Abbé, le général Sadiba Koulibaly s'est rendu dans la compagnie d'infanterie de Dalaba. Capitaine Fodé Aboubakar Bangoura, correspondant de la presse militaire. Dalaba, la ville touristique de la deuxième région militaire de l'Abbé. C'est ici que le chef d'état-major général des armées a entamé la deuxième phase de sa tournée. Face à la troupe, le général Sadiba Koulibaly a livré le message du président de la transition et du ministre de la Défense nationale avant de toucher certains points relatifs à l'instruction et le port correct des tenues. Le président de la transition, son Excellence le colonel Mamadi Doumbouya, a ordonné à tous les responsables d'aller au plus près des hommes. L'objectif est de venir voir les réalités concrètes dans lesquelles vous vous trouvez. Je vais profiter de la visite aussi pour insister sur l'instruction. Il faut que les commandants d'unité, à tous les niveaux, de tous les corps, il faut qu'on reprenne l'instruction. Un militaire, c'est la formation. Au pas de course militaire, le général Sadiba Koulibaly a visité les différents points d'appui situés aux alentours du barrage King Kong à Pita. De là, il s'est rendu sur le site militaire de Dongol, qui s'étend sur 18 km de longueur. Cette zone est exclusivement réservée pour des manœuvres interarmes. Un bâtiment flambant neuf et un fourrage ont été construits par le ministère de la Défense nationale pour les hommes de garde. Le général Sadiba Koulibaly termine sa première journée à la portion centrale du camp et l'âge mortal de l'Abbé, où il a rappelé les hommes de protéger leur corps contre certaines maladies comme l'hépatite et autres. Je félicite vraiment le commandement de la deuxième région militaire. Quand j'ai vu les résultats du test de dépistage de l'hépatite, franchement, ça m'a mis à l'aise. C'est ce qu'on appelle le commandement responsable. Parce que beaucoup ne le savent pas. L'hépatite aujourd'hui fait des ravages dans notre armée. C'est devenu une véritable préoccupation de santé publique. Prochaine étape, les autres positions éloignées de la deuxième région militaire de l'Abbé. L'opération de déguerpissement des voies publiques se poursuit à Conakry. La capitale sera débarrassée de tous les encombrants physiques afin de rendre fluide la circulation. Les équipes sont mobilisées dans tous les quartiers. Dans les prochains jours, l'étape de l'intérieur du pays sera fixée. Commentaire adjudant Aboubakar Kamano, correspondant de la presse militaire. Depuis belle lurette, Conakry souffre d'occupation anarchique des emprises des voies publiques.
Pour mettre fin à ce phénomène, les autorités de la transition retroussent les manches et descendent sur le terrain. Cela, après la fin du moratoire du pont 8 novembre au kilomètre 36, tous les deux côtés de l'autoroute Fidel Castro ont été débarrassés des encombrants physiques qui jonchaient ça et là, notamment les tas d'immondices, les véhicules longtemps stationnés aux abords des routes, les gargotes et kiosques. Après l'autoroute Fidel Castro, les machines de l'État sont rentrées en action le samedi dans les communes de Matam et Ratoma. En plus des corniches sud et nord, la route Le Prince et plusieurs autres quartiers ont été touchés par cette opération de déguerpissement. Répartis en deux équipes, les techniciens ont travaillé sur le terrain de concert avec les forces de l'ordre. Plus précisément, la police et la gendarmerie qui sécurisent l'ensemble de ces activités. Dans certains quartiers, comme Madina, Boussoura, Matam et Bonfi par exemple, des points ont été démolis au cours de cette opération d'envergure qui vise à rendre la circulation fluide dans notre capitale, mais aussi à présenter une belle image de Conakry et de permettre à ces milliers d'habitants de vivre dans un environnement sain. Cette opération de déguerpissement va se poursuivre de manière pérenne dans la capitale Conakry et à l'intérieur du pays. Selon les rapports des techniciens du ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire, la Guinée a un déficit de 50 000 logements par an. La problématique est au cœur des politiques publiques. Comme on peut le remarquer, se doter d'un toit décent ou d'une maison sociale à Conakry est un parcours de combattant, surtout face à une forte demande sociale. Les autorités ont présenté en janvier dernier les premiers logements sociaux. C'est le grand format de ce soir signé Saint-Martin Fancinadou. De nos jours, accéder à un logement décent à Conakry reste un casse-tête pour de nombreux citoyens. Les fonctionnaires payent de lourdes conséquences de ce phénomène. Même si certains obtiennent des logements, ils vivent le stress dans la recherche. Parfois, ils jugent le prix de la location insupportable. Je voudrais que l'État construise pour les gens. Quand l'État construit pour les fonctionnaires, vraiment, ça peut aller. Parce qu'avec les démarcheurs, c'est pas facile. Hein. Tu donnes l'argent pour te faire des va-et-vient et puis leur caution, c'est trop. Face à cette problématique, le gouvernement, soucieux d'améliorer les conditions de vie des populations, notamment celles des couches défavorisées, a initié un ambitieux programme de construction de logements sociaux. En tant qu'entrepreneur promoteur immobilier, nous sommes heureux et fiers d'être la première société à livrer le premier lot des logements sociaux. Ainsi, les agents et les cadres de l'État dont les revenus ne leur permettent pas souvent d'accéder à un logement digne de ce nom ou d'acquérir une propriété ont désormais l'État à leur côté pour vaincre la précarité. Cette première livraison de logements en pleine propriété aux agents de l'État constitue l'aboutissement d'une volonté manifeste du gouvernement guinéen, sous le leadership de son Excellence le colonel Mamadi Doumbouya, à améliorer les conditions de vie des populations guinéennes. Pour les 32 appartements de 2 chambres salon, 2 douches, cuisine et terrasse chacun, récemment livrés, 6 ministères sont touchés. Il s'agit des départements sectoriels de l'éducation, enseignement supérieur, enseignement préuniversitaire et enseignement technique et professionnel, de la santé, de la défense et de la sécurité. L'émotion même me serre la gorge. Je suis presque au soir de ma vie que l'État m'offre un appartement, c'est-à-dire m'extrait de la précarité. Je ne peux pas. La joie est immense. Sur le terrain évoluent les promoteurs locaux. À Conakry, la réalisation de cette phase pilote suscite déjà de l'engouement au sein des différentes couches socio-professionnelles. Dans quelques mois, nous allons encore livrer d'autres logements. Et cette année, le nombre va augmenter parce que nous avons pris beaucoup de précautions par rapport au financement. Un accord tripartite est passé entre l'Association des banques et établissements de crédit, la Banque centrale de la République et les promoteurs. Outre ces contrats, la Chambre des notaires de Guinée a été sollicitée aux côtés de la GIFIL. Cette structure est rentrée en collaboration avec les notaires pour que nous accompagnions cette volonté politique du président de la République. La Chambre des notaires de Guinée a pris l'engagement pour faire tous les contrats des fonctionnaires
à moindre coût. L'engagement de tous les acteurs rassure les autorités du MIAT quant à l'atteinte des objectifs de construction des logements sociaux pour les Guinéens. Les 1662 logements, nous sommes toujours dans cette logique. Pour résoudre ce problème, il faut que le gouvernement s'attelle à faire des logements. Ce qui peut diminuer les prix de loyer au niveau des fonctionnaires ou des citoyens dans l'ensemble. Dans l'immobilier, les notaires sont au cœur de toutes les transactions. Malheureusement, avec la floraison des agences immobilières et le développement de l'exercice de démarcheurs, cette corporation d'études, de suivi des dossiers et de garantie des intérêts de toutes les parties n'est pas consultée. Il y a problème. Oui, c'est un vide laissé par le code foncier domanial. Parce qu'aujourd'hui, imaginez, les 80% des transactions immobilières se passent dans les quartiers. Ils n'ont aucune technique de vérification si le terrain appartient à l'État, si le terrain doit faire l'expropriation pour cause d'utilité publique, si le terrain appartient à une autre personne. Vous venez là-bas, on vous donne, on met la photo de l'autre, on met la photo, on fait un imprimé, on vous donne et puis vous partez. Après, celui qui vous a vendu revient avec une autre personne, on donne le même document. 2 ou 3, 4 personnes se retrouvent autour du terrain. Et automatiquement, les litiges commencent. Pour la première fois, la Guinée a tenu les états généraux du foncier, un processus d'échange pour favoriser la gouvernance foncière et la promotion immobilière. Un espoir nourri pour structurer et réglementer les BTP. Et pour en parler plus en détail, je reçois sur ce plateau Saint-Martin Fancina Duno, journaliste, reporter, spécialiste maison des questions liées à l'urbanisme, à l'habitat et à l'aménagement du territoire. Bonsoir Martin et merci d'être sur ce plateau. Bonsoir. Alors pour tout observateur, posséder un toit, c'est d'abord garantir sa dignité. Le problème de logements sociaux donc touche toutes les couches du pays. Dites-nous pourquoi y a-t-il autant d'engouement autour de ces logements? Bonjour à nos téléspectateurs, vous l'avez dit, c'est doté d'un toit, c'est une question de dignité. Et lorsqu'on parle, n'est-ce pas, de logement social, c'est d'abord l'implication de l'État qu'on voit à travers toutes ces structures, et à travers aussi, n'est-ce pas, son implication dans la facilitation, l'acquisition, n'est-ce pas, de financement. Alors, c'est pourquoi vous verrez que le fonctionnaire, le citoyen tout court qui aspire, n'est-ce pas, à avoir un logement social, caresse de l'espoir. Il y a de l'engouement parce que le logement social favorise d'abord le bon vivre. Le logement social passe d'abord par la réduction, n'est-ce pas, du coût. Lorsque vous êtes au quartier, le prix n'est pas le même. Le prix des loyers n'est pas le même. Avec l'État, il y a carrément la réduction, n'est-ce pas, des prix. Et pour les futurs acquéreurs, les conditions d'accessibilité sont, n'est-ce pas, étudiées en amont par l'État à travers ses services déconcentrés et à travers, n'est-ce pas, ces organismes, n'est-ce pas, de financement. C'est pourquoi l'État a pensé, n'est-ce pas, à développer ces logements sociaux à travers l'Agifil. C'est un projet, n'est-ce pas, présidentiel qui passe par tous les canaux, n'est-ce pas, d'études par les experts, pour doter, n'est-ce pas, tout court, pour octroyer un logement décent aux Guinéens. J'ai parlé tout à l'heure des loyers et aussi de la sécurité sociale. Lorsque vous partez de l'aménagement professionnel, de l'habitat, il y a ici ce qu'on appelle, n'est-ce pas, la paix sociale. Lorsque l'État parvient à donner un toit décent à ses fonctionnaires, à ses citoyens, forcément le rendement est là. L'État peut s'attendre à un rendement parce que l'habitat social est d'abord destiné aux foyers, aux revenus modestes. Donc ce ne sont pas les gens qui ont des moyens. L'État pense à ses fonctionnaires, c'est pourquoi. Pourquoi l'État pense à ses fonctionnaires? C'est parce que tout simplement l'État pense qu'en donnant les logements, en logeant ses fonctionnaires, le coût est réduit et aussi le fonctionnaire va travailler et aussi le fonctionnaire ne va pas penser à amasser des biens pour aller
construire, à aller s'offrir, n'est-ce pas, des terrains, à aller s'offrir, n'est-ce pas, des logements. Et là, parfois, le notaire l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas parfois dans des conditions sécuritaires approuvées, souhaitées. Donc, forcément, il y a cet aspect social qui rentre en jeu, il y a l'aspect sécuritaire, il y a, n'est-ce pas, l'habitat social vient réduire les tracasseries, n'est-ce pas, entre le locataire et le concessionnaire si vous êtes au quartier. L'État vient tout simplement mettre un frein à tout cela en disant à son fonctionnaire: tu es à l'abri de toutes les menaces, de tous les agissements des locataires au quartier, je te loge. Il faut travailler pour le peuple. Je pense que la lutte contre la corruption doit forcément passer par la construction des logements sociaux. Justement, dans votre reportage, nous avons vu le président des notaires. Expliquez-nous l'implication du président des notaires dans l'immobilier. Et le notaire, vous l'avez vu dans le reportage, à travers, n'est-ce pas, leur instance nationale, je vais parler de la Chambre des notaires, les mêmes s'engagent à accompagner la politique du président, la politique, n'est-ce pas, du chef de l'État, la politique, n'est-ce pas, du gouvernement. Alors, leur implication se fait savoir à quel niveau. Lorsque vous, Madame Omotouré, vous avez besoin, n'est-ce pas, d'acheter un terrain. Vous, Omotouré, vous avez besoin, n'est-ce pas, de passer un bail. Il faut forcément passer par les notaires. Les notaires sont chargés, n'est-ce pas, d'étudier, d'enquêter, même sur la moralité, la probité morale de celui qui vous revend le terrain. Le notaire est chargé aussi d'enquêter sur votre moralité parce que c'est vous qui venez. Au-delà de l'enquête que les notaires mènent, les mêmes sont chargés, n'est-ce pas, d'étudier en profondeur tous les dossiers, mais tout en tenant compte des intérêts de toutes les parties, tout en tenant compte des intérêts de l'État dans, n'est-ce pas, la passation des baux, dans, n'est-ce pas, la vente des parcelles. Mais aujourd'hui, il l'a dit dans mon reportage, tout se passe au quartier. C'est entre celui qui vous revend la parcelle, c'est entre celui qui vient, n'est-ce pas, vous passer le bail sur son bien immobilier. Ça se passe comme ça. Toutes les parties semblent vraiment satisfaites, mais à un niveau, lorsque celui qui a acheté, l'acquéreur évolue sur la chaîne, à un niveau, il se heurte à certains principes qui devraient régler au départ. C'est, n'est-ce pas, de parer à ce que les mêmes parties ne se retrouvent pas devant les tribunaux. Et le notaire prend le devant pour dire attention, cela ne doit pas conduire les parties devant les tribunaux. Et l'autre aspect, c'est que pourquoi d'abord les gens pensent régler tout à l'amiable au quartier? Parce que les mêmes pensent que le notaire, il est cher. Le notaire, il est cher, c'est ce que les gens disent. Ou vous avez investi 100 millions, 1 milliard, plus d'1 milliard dans la passation, n'est-ce pas, par exemple, d'un bail, ça ne s'y reste que d'un pourcentage, l'exonération que les mêmes notaires demandent, pour parvenir à un dossier sain, à un dossier fiable, à un dossier fouillé, à un dossier sécurisé, parce que la dignité, n'est-ce pas, je reviens à ça, la dignité d'un être se résume par le toit. Lorsqu'un père de famille est à sa maison, il a, n'est-ce pas, deux principes. Le premier, il commande. Le deuxième, parce qu'il assume. Le deuxième, il a, n'est-ce pas, ce pouvoir pour dire à ses enfants, voilà ce que j'ai légué. C'est pourquoi aujourd'hui, tout se passe dans les couloirs. Il faut que chacun ait un toit. Et l'État, aujourd'hui, est en train d'explorer des pistes. C'est pourquoi, à travers la GIFIL, ce programme présidentiel a été initié et progressivement, il évolue. D'accord, précision très importante. Alors, pour terminer, est-ce qu'en termes de loyer, l'État a-t-il une loi et quelle peut être sa portée? Alors, lorsque vous prenez le ministère de l'urbanisme, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, ce ministère a des politiques, n'est-ce pas, de promotion des logements. Lorsque vous prenez une simple politique nationale, baptisée Habitat Vision 2021, ça c'est depuis 2012. Alors, cette politique avait pour ambition de réglementer toutes les occupations des sols et de promouvoir aussi les logements. Mais qu'est-ce qui freine tout cela? Au-delà, il y a d'autres lois. Mais qu'est-ce qui freine tout cela? Il faut des financements. L'État, alors, a l'obligation de garantir les financements, d'encourager les financements dans le secteur immobilier. Alors, il faut forcément voir le côté
partenariat entre les banques de la place, les promoteurs et aussi la Banque centrale de la République. C'est pourquoi dans le projet de l'Agifil, que l'Agifil pilote au sein du ministère de l'Habitat, tous ces aspects ont été pris en compte. Lorsque l'État dit attention, pour favoriser, n'est-ce pas, le financement, il faut, n'est-ce pas, il faut un pourcentage, 6% pour les banques, 2%, n'est-ce pas, pour les gens qui arrivent pour les prêts. Tout cela favorise le financement. C'est pour dire que aujourd'hui, le Guinéen est en passe de vivre ses rêves, parce que les premiers logements sont donnés, 1600 pour la phase pilote. Ce n'est pas, les gens pensent que c'est peu, mais le temps est donné. C'est pour dire que logements aussi qui sont en c'est pour dire que 1600 c'est pour la première phase et d'autres projections, n'est-ce pas, à l'avenir pouvaient rassurer le Guinéen qu'un jour qu'il sera logé, parce que la politique du président de la transition à travers ce gouvernement, c'est d'améliorer les conditions de vie des Guinéens, et cette amélioration passe forcément par le toit. Et j'encourage, ce n'est pas seulement à Conakry, c'est à l'intérieur du pays. Et quand vous partez vers la GIFIL vous rassure que ce projet sera élargi à toutes les villes, à toutes les préfectures, pour pouvoir loger les fonctionnaires, pour pouvoir assurer aussi le mouvement des fonctionnaires, la sédentarisation des fonctionnaires à Conakry, part aussi du manque de commodité de vie à l'intérieur du pays. Donc je pense que le président Doumbouya a compris et il est dans cette posture et les notaires l'encouragent. Il y a des lois, mais aujourd'hui, l'habitat, le ministre l'a annoncé, il a un projet de loi, c'est cette loi de création d'un fonds, n'est-ce pas, de garantie hypothécaire. Et nous, en termes courants, c'est la banque de l'État, la banque de l'habitat, pour favoriser le financement des projets immobiliers, pour favoriser toute initiative. Voilà, donc ce qu'on pouvait retenir. De garantie hypothécaire, c'est tout simplement pour mettre toutes les parties, n'est-ce pas, les parties à l'aise et leur dire, voilà, ce fonds de garantie hypothécaire est là pour, n'est-ce pas, gérer tous les mouvements et pour encourager tout Guinéen à venir vers ces fonds pour pouvoir réaliser son rêve et avoir un toit décent en République Guinée. Voilà, le message est bien compris. Voilà donc ce qu'on pouvait donc retenir de ce passage de Martin sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes journaliste, reporter, spécialiste maison des questions liées à l'urbanisme, à l'habitat et à l'aménagement du territoire. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci madame. Dans l'actualité encore, au parc du Haut-Niger, 3 présumés braconniers sont tombés dans les filets de la patrouille des conservateurs de la nature basée sur le site. La pratique est interdite et les agents ne comptent pas baisser les bras. Ils veulent préserver la faune et la flore de l'écosystème de ce parc qui a une grande importance pour le pays. Silati Kourma, Moussa Bangoura. Au parc du Haut-Niger, des efforts se multiplient pour lutter contre le braconnage dans cette forêt. Cette semaine, 3 présumés braconniers viennent de tomber dans les filets de l'équipe de la patrouille basée sur le site. Ces derniers temps, le phénomène prend une allure inquiétante et les agents des conservateurs de la nature comptent aller jusqu'au bout. L'année dernière, j'étais venu, ils ont abattu beaucoup d'animaux. Donc quand l'informateur m'a appelé, automatiquement, j'ai pris le véhicule, je suis allé avec les agents. Et lui a fait que nous avons mis main sur ces 3, là j'étais au nombre de 6 personnes. On est au front des gens qui sont en train de défricher au niveau des têtes des sources, au niveau des galeries forestières. Donc tout ça là, il faut faire des sorties. Pendant l'interrogatoire, ces présumés braconniers reconnaissent leur présence au parc, mais rejettent toute accusation les impliquant dans les opérations de braconnage, alors que la chasse est interdite dans la zone. Je suis venu pour effectuer la chasse, mais ils m'ont dit qu'il est interdit aux chasseurs étrangers d'effectuer la chasse dans cette zone. Quelque temps après, ils sont allés nous arrêter et confisquer nos motos et armes. Avec une superficie de 1 200 000 hectares, le parc national du Haut-Niger couvre 5 préfectures, à savoir Farana, Daboula, Kankan, Kouroussa et Kissidougou. Malgré de multiples efforts, le pari est loin d'être gagné. Des plaidoyers sont faits à l'endroit du gouvernement
pour l'obtention des engins roulants et du déploiement du personnel en vue de mieux préserver la faune et la flore de cet écosystème forestier. Promouvoir le transfert de connaissances à travers l'utilisation des technologies de l'information, telle est la principale mission du Club des jeunes scientifiques francophones de Guinée. À ce jour, plus de 500 élèves sont initiés en technologie numérique par le biais de codage et à la robotique installée dans les machines. Les élèves apprennent la programmation et les sujets liés aux matières du futur. Abdulaziz Baldé. Cette jeune fille, âgée de 8 ans, est initiée au codage et à la robotique. Fatoumata Kami partage son expérience avec le ministre en charge du préuniversitaire dans une salle qui retient son souffle. Le club de jeunes scientifiques francophones est le porteur de ce projet innovateur. À travers cette démonstration, la phase pilote est officiellement lancée. Ici à Conakry, c'est l'école Bari Gawadou dans la commune de Dixine qui a servi de cadre à cette initiative de haute portée. Nous sommes en train de montrer à ces enfants-là qu'ils ont la même égalité de chance qu'un enfant qui se trouve ailleurs. Mais s'ils ne sont pas équipés, ça devient un peu compliqué. Donc comment développer cette technologie, les permettre d'avoir une approche beaucoup plus participative dans le cadre de l'exploitation des technologies. Maintenant, la robotique insère en soi, il y a l'électronique qui est combinée à la programmation. Donc les deux éléments vont ensemble et ça nous permet tout de suite de créer une innovation. Après ce lancement, 24 autres écoles de la capitale sont ciblées par la même opportunité dans un monde en pleine mutation. Occitane aujourd'hui s'est donné pour mission d'accompagner tout type de formation dans les métiers du numérique. Et donc pour nous c'était tellement logique d'accompagner ce genre d'initiative que l'on trouve salutaire. Nous constatons aujourd'hui que le monde est en pleine mutation. Le codage, comme vous le savez, aujourd'hui c'est très important, surtout dans le milieu de la formation. Nous de notre côté, en tant qu'autorité, nous nous engageons à tout faire, Inch'Allah, pour que ces pratiques soient dans notre COC, dans notre cadre d'orientation curriculaire par rapport à la révision des programmes. Pendant 6 semaines, plus de 500 élèves vont apprendre le codage et la robotique. L'un des résultats attendus est de faire de l'école guinéenne une école de la révolution numérique. C'est une avancée dans le système de paiement des bourses universitaires en Guinée. Les autorités du ministère de l'Enseignement supérieur étaient devant la presse pour expliquer les enjeux liés à cette nouvelle opération. Des cartes bancaires seront remises désormais aux étudiants pour percevoir leur pécule. Bakary Bamba Kondé pour plus de détails. Les nouvelles autorités du pays, par le biais du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, innovent pour la satisfaction des étudiants guinéens. Désormais, ils recevront leur bourse d'entretien par voie électronique. Paycar est la carte bancaire biométrique qui va faciliter l'obtention des pécules par les étudiants sans faire la queue et en toute sécurité. D'où ce point de presse à l'université de Sonfonia pour mieux expliquer le processus aux ayants droit. Qui vont avoir une application mobile qui leur permet de faire toutes leurs transactions, de suivre leurs transactions en temps réel, d'avoir des SMS et des notifications dès qu'ils vont recevoir leur bourse, de pouvoir garder leur argent sans stresser, c'est-à-dire ils ne sont pas pressés de sortir de l'argent, ils n'ont même pas besoin de sortir parce que ça a plein de services pour eux, qui ont été faits juste pour eux. Cette dématérialisation des bourses d'entretien obéit à des critères, notamment être inscrit au programme d'enseignement supérieur, mais surtout avoir la moyenne dans toutes les matières. Et je ne sais même pas comment est-ce que je peux vous montrer ma joie, parce que ça nous a aidé à nos frères qui ne sont pas ici. C'était le devoir pour eux de venir dans les fenêtres ou bien s'arrêter dans les portes pour pouvoir les payer. C'est un processus, donc il faudrait vraiment que nous tous nous acceptons cet outil pour en fait le bien des étudiants. C'est vraiment quelque chose qui vient un peu leur faciliter la vie. Pour la première phase de la paye, ce sont 38 000 étudiants qui seront concernés. Ceux n'étant pas dans les bases de données de Paycar, la seconde phase de demande doit débuter la semaine prochaine ici à l'université Générale Lansana Conté de Sonfonia. Comment profiter des opportunités du numérique pour booster le développement de la Guinée? La question a fait l'objet de débats ce week-end à l'université Nongo Conakry. Étudiants et enseignants-chercheurs ont démontré l'apport du numérique dans l'amélioration des conditions de vie des populations. Notre reporter Mamadou Saliouba était présent. L'introduction des technologies numériques dans certains secteurs de développement comme l'agriculture améliore les rendements
et modernise les pratiques agricoles. Ici, dans cette institution d'enseignement supérieur, étudiants et personnel d'encadrement échangent sur l'apport de l'Internet d'objets dans le développement économique et social du pays. L'avenir ne peut pas se faire sans l'Internet des objets. On a été un peu laissé en rade avec les réseaux sociaux, le Web 2.0, l'Internet du contenu. Mais avec l'Internet des objets, on n'est pas encore laissé derrière. Donc si les étudiants sont conscients de cela, s'intéressent, développent des compétences dans ça, eh bien ils peuvent faire des choses extraordinaires qui peuvent contribuer à booster le développement de nos pays africains. Booster le développement grâce aux technologies numériques, un sujet longuement abordé durant cet échange entre cet enseignant-chercheur et les étudiants. Les autres l'ont utilisé chez eux pour se développer. Nous aussi, on peut l'utiliser chez nous pour nous développer. On peut donner des exemples très pratiques. On a vu des détecteurs là-bas d'humidité qui peuvent mesurer l'humidité du sol. Comme ça, on peut programmer un arrosage automatique à travers ce détecteur-là. En bien le configurant, on peut automatiser l'arrosage de nos différents champs. Nous souhaitons que nos jeunes ne soient pas pris au dépourvu le moment venu, qu'ils puissent se présenter correctement à la face du monde. Nous souhaitons que ceux qui sont formés ici puissent être même des interprètes auprès des autres jeunes de Guinée pour qu'ils ne soient pas en retard par rapport à l'évolution du monde. Cette rencontre de partage fait suite à plusieurs jours de formation sur l'Internet d'objets, une innovation technologique qui prend progressivement son envol en Afrique. Pendant ce temps, à Mamon, le Fonds de développement social et de l'indigence a procédé à la remise des titres de prise en charge sanitaire de 24 ménages indigents. Cette initiative du président de la transition vise à offrir aux plus démunis une assistance sanitaire gratuite. Mohamed Kourouma et Mamadou Paté-Baldé sont nos correspondants dans la région. En Guinée, la protection et l'assistance sociale sont désormais une réalité dans notre pays grâce à la volonté du gouvernement de la transition. À sa tête, le colonel Mamadi Doumbouya. Pour matérialiser cette détermination, le Fonds de développement social et de l'indigence vient de procéder à la remise des titres de prise en charge sanitaire des ménages indigents malades de Mamou. Sur le lot de 70 dossiers que la direction régionale du Fonds de développement social de l'indigence de Mamou reçu, seuls 24 étaient éligibles. Alors, cela veut dire que nous sommes désormais dans un pays où l'État protège ses fils et ses filles et qui accompagne ses citoyens, qui protège ses citoyens. Et ça, c'est une promesse, disons, un engagement du gouvernement de la transition sous la clairvoyance de son Excellence le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya. Cet ambitieux programme du ministère en charge de la promotion féminine à travers le FDC permettra aux personnes indigentes de bénéficier pour chaque mois une prise en charge gratuite auprès des établissements hospitaliers de notre pays en vue de l'amélioration de leurs conditions de vie. Je ne peux même pas parler, vous voyez ma façon de parler. Il faut bénir pour la Guinée et le colonel Mamadi Doumbouya. C'est un travail qu'on fait, il est grand, ce n'est pas une petite personne, il aime la Guinée. Ça me réconforte le moral. Je suis guéri même. Le fait d'avoir l'assistance, bravo colonel, je suis guéri. Je suis très contente. Je vous remercie, Monsieur le Président de la Guinée, Monsieur le ministre, Monsieur le préfet, parce que c'est grâce à eux que j'ai eu ça. Parce que ça fait longtemps, depuis que je suis malade, ça fait longtemps que je cherche ça, mais je n'ai pas eu. Aujourd'hui, je suis très contente, vraiment. Branche humanitaire de l'État guinéen, le Fonds de développement social et de l'indigence reste engagé à élargir son champ d'action à travers le pays en vue de faciliter la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de protection sociale au profit des plus démunis. Au nom de notre chef suprême, le président du CNRD, chef de l'État,
président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, mes sincères remerciements pour tout ce qu'il est en train de faire à nos démunis. Pour réussir ce programme, des consignes formelles ont été données au personnel de santé et aux assistants sociaux impliqués dans ce processus à veiller scrupuleusement sur le traitement adéquat et le suivi de ces malades jusqu'à l'amélioration de leurs conditions de vie. Renforcement des aptitudes des cadres préfectoraux à l'Agence nationale d'inclusion économique et sociale, c'est une priorité. La sauvegarde environnementale et sociale est l'un des projets phares pour atteindre les objectifs du gouvernement et de la Banque mondiale. L'étape de Kouroussa, Kirouane et Beila avec Diamokaba. La lutte contre la pauvreté, le gouvernement en fait une priorité au cœur de l'action publique. Au sein de l'Agence nationale d'inclusion économique et sociale, la riposte d'urgence et d'appui au programme NAFA fait du chemin. À Kouroussa, les cadres préfectoraux sont à l'école pour harmoniser leur compréhension de l'instrument de sauvegarde environnementale et sociale. Cette formation me réjouit dans la mesure où elle réunit tous les cadres intéressés. Nous avons la cible commune ici qui est la communauté de Kouroussa, les collectivités de Kouroussa. Donc chacun va jouer sa partition pour la réussite de cette formation. Ce renforcement des aptitudes vise un seul objectif, assister 150 000 ménages pauvres dans nos pays à travers le transfert monétaire. L'appui technique et financier de la Banque mondiale vient accompagner le gouvernement pour le bien-être des plus pauvres. Le résultat attendu ici est que les 25 cadres de Kouroussa sortent ici bien édifiés sur les 10 normes, n'est-ce pas, de la Banque mondiale, sur la législation en matière d'évaluation et de gestion des risques environnementaux et sociaux que la Guinée a édicté depuis des années. Et aussi voir quelles sont les stratégies idoines accélérées pour préparer le terrain en vue de recevoir le financement des micro-projets dans le cadre des activités productives. À Beila, dans la région forestière, tout comme à Tron, dans la savane guinéenne, les partenaires et parties prenantes sont mobilisés pour faire de ce projet une réalité. Et puis le district de Bouria, sous-préfecture de Poredaka, la joie est au rendez-vous avec la synergie d'action des fils ressortissants et résidents. Cette localité vient de bénéficier d'infrastructures sociales de base. Marwan Kamar. Bouria, dans la sous-préfecture de Poredaka, préfecture du Mamou, fait partie des 9 dioués ou provinces du Fouta théocratique. Aujourd'hui, la localité se développe grâce aux efforts des fils ressortissants et résidents. Déjà, plusieurs activités sont menées sur le terrain, notamment la construction des marchés, des écoles, des logements d'enseignants, un bloc administratif, un poste de santé et une grande mosquée. L'initiative est venue des ressortissants et des résidents qui a permis à la réalisation de ces différentes infrastructures. Nous voulons que l'État nous aide dans le domaine des infrastructures routières. La réalisation de ces œuvres va contribuer au développement durable de la cité sainte. Mobiliser un tel montant était un défi majeur pour les enfants de Ouria. D'après les estimations des ingénieurs, la mosquée de Ouria peut résister au temps et aux intempéries pendant 3 siècles, au moins, sans avoir besoin d'être rénovée. Aujourd'hui, les autorités sont conscientes que le district Bouria, à travers les ressources mobilisées, c'est le témoignage et cela prouve à suffisance que le terme de rassemblement est là. Ce que nous vivons aujourd'hui est un héritage que nous ont légué nos ancêtres. C'est à nous aussi de chercher à préparer l'héritage que nous allons laisser aux générations futures. Pour le fonctionnement de ces infrastructures, il faudrait du personnel soignant et sanitaire. D'où l'appel des citoyens aux autorités, une nécessité afin d'atteindre leurs objectifs. Plus de 4 milliards de francs guinéens, c'est le montant injecté pour la réalisation de la maison des jeunes de Farana. L'infrastructure est totalement terminée et les clés sont remises aux autorités. Les travaux ont été exécutés par la SONAPI. Reportage Alpha Isiagaba. Voici la nouvelle maison des jeunes de Farana. Elle vient répondre à un véritable besoin. Cet ancien bâtiment ne répondait plus aux normes.
L'édifice flambant neuf, réalisé par la Société nationale d'aménagement et de la promotion immobilière SONAPI, est entièrement financé par le gouvernement de la transition. Je suis évidemment très heureux pour partager avec vous ce moment précieux de joie à la faveur de la présente cérémonie placée sous la signe de l'inauguration de la nouvelle maison des jeunes de Farana. Quand on est à Conakry, on a le sentiment effectivement que ça s'arrête qu'à Conakry, la Guinée. Mais quand on va à l'intérieur et qu'on voit le potentiel qu'il y a, je suis content évidemment d'avoir fait une vraie réforme au niveau de mon département. Cette maison des jeunes sera un lieu d'excellence où la canalisation des énergies sera de mise. Elle sera aussi un lieu de rencontre et d'échange entre les jeunes dans un état d'esprit positif. Cette nouvelle maison des jeunes de Farana est composée d'une salle polyvalente et de bureaux entre autres. Elle va désormais servir de cadre pour l'organisation des activités culturelles et éducatives. La maison des jeunes de Farana couvre une superficie bâtie de 1500 m² pour un coût de réalisation de 4,2 milliards de francs guinéens. Il est composé de 4 salles de formation et de projection. La construction de ce bijou qui est parfaite adéquation avec les préoccupations longtemps exprimées par nos jeunes qui en avaient tant besoin. Témoin de la volonté politique de son Excellence, le colonel Mamadi Doumbouya, de prendre pleinement en compte les problèmes de notre jeunesse à travers la construction de nouvelles infrastructures socio-éducatives, sportives et culturelles. Avec la mise à disposition de cette nouvelle maison des jeunes de Farana, la ville d'origine du premier président guinéen, Ahmed Sékou Touré, change progressivement du visage. Du sport à présent, les matchs de la phase de groupe de la Ligue des champions CAF ont démarré ce week-end. Dans le groupe C, le Oroyace de Guinée a joué son premier match à domicile contre le Simba Sport Club de la Tanzanie. Score final 1-0 en faveur des Rouges et Blancs de Matam. Le déroulé de la rencontre avec Djibril Kamara.